Alix, où est-ce que vous nous emmenez maintenant dans ce royaume des merveilles du matin? C'est l'heure de la thématique. Aujourd'hui, nous parlons de la famille et notamment des adolescents. Comment gérer la crise d'adolescence au sein du cocon familial? Bien évidemment, la capsule d'illustration et le docteur Tanolora est déjà là. De transition qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, précisément entre 10 ans et 17, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'adolescence, c'est une période ou un passage dans la vie d'un être humain qui se situe entre l'enfance et la jeunesse. L'adolescence, pour moi, c'est une personne qui est âgée de 10 à 17 ans. C'est une personne qui tend vers la maturité. L'adolescence, c'est l'âge qui vient après l'enfance, c'est-à-dire entre de 12 à 16-17 ans. Puberté, changement d'humeur, défiance confirment l'entrée de l'enfant dans cette période qui, mal appréhendée, bouscule les rapports entre adolescents et parents. Les enfants font des crises à l'âge de l'adolescence parce qu'ils pensent qu'ils savent tout et qu'ils sont en mesure de pouvoir prendre de bonnes décisions pour leur vie. Entre 14, 15, 16 jusqu'à 18 ans, les enfants ils raffolent des choses de la vie. Un enfant qui est en pleine crise d'adolescence, on peut le recadrer. Il suffit d'avoir une discussion à bâton rompu, c'est-à-dire sans tabou. Et s'il y a des comportements qui sont déviants, tu le recadres, tu lui dis, bon, désormais, il ne faut plus faire ça, Si tu fais ça, voilà ce qui peut t'arriver. Et puis moi aussi, je vais durcir le ton aussi avec eux. Parce qu'il n'y a qu'en sévissant qu'on peut les recadrer. Parce que sincèrement, avec l'éducation l'éducation environnementale, ça prend le pas sur l'éducation de la maison. Surtout que le père n'a même pas le temps, la mère n'a pas le temps. Donc ils prennent leur éducation ailleurs. Ils prennent ça dehors. Si vous n'avez pas la chance que c'est un quartier où il y a beaucoup de dégâts, c'est sûr que vos enfants en verront les mauvais comportements à la maison. Donc il faut le recadrer pour toi, pour le père qui se sent responsable. Si certains arrivent à surmonter cette étape sans trop de tumulte, ce n'est pas le cas pour tous. Incompréhension et besoin d'autonomie se heurtent souvent à l'autorité, entraînant souvent des crises irréparables. Si dans une cellule familiale, la communication est absente, l'élève, l'enfant ou bien la fille, le garçon peut faire ce qu'il veut. On peut juguler cette crise-là. Il suffit d'être organisé au niveau même de la cellule familiale, avec la mère, avec les frères qui sont, avec tous ceux qui habitent la maison, faire des petites réunions mensuelles pour essayer un peu de faire prendre conscience des dangers qui guettent cette liberté. Réplique cinglante, incapacité de se soumettre sans broncher à toute consigne, comment éviter ou surmonter les conflits parents-adolescents. L'écoute, la patience, le laisser-faire ou l'utilisation de la force, la question reste posée. Où on n'a pas de formation, le métier de parent, en griffe, c'est-à-dire on rentre là-dedans, tu veux, tu ne veux pas, tu seras forcément parent d'un neveu, d'un fils. Mais là, et quand c'est comme ça, on se dit, mais bon, comment faire? On se dit qu'on prend appui sur les parents, ce qu'on a vécu avec nos parents, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Et c'est là où intervient notre coach, docteur Laura, pour vraiment mettre en note tout ça. Bonjour, rebonjour docteur. Bonjour Marcelin. C'est quoi une crise d'adolescence au fait finalement? Est-ce que ça existe chez nous en Afrique? Bien sûr qu'elle existe. C'est un truc de l'Occident? Pas du tout. La crise d'adolescence existe partout où il existe des individus humains. Et c'est la période tumultueuse qui part de 10 ans à 20 ans, c'est-à-dire... 20 ans? Oui, 20 ans ou plus parfois. Il y a des adultes qui sont restés ados dans la tête, qui n'ont pas fini de grandir. Donc, c'est la période qui suit la puberté et qui précède l'âge adulte. Très bien. Alors, à quel moment au sein de la famille l'on constate cette crise? Quels sont les signes avant-coureurs? Eh bien, les signes avant-coureurs, c'est déjà la perturbation. Donc, qui dit crise dit mélange d'attitudes et d'actions inattendues. L'adolescent va subir des changements hormonaux. Et tous ces changements hormonaux-là vont lui donner un malaise qu'il ne saura pas identifier. Donc, devant cette nouvelle sensation d'inconnu, il peut faire des crises d'angoisse. Et ces crises d'angoisse-là, s'il n'en parle pas, parce qu'il ne sait pas ce que c'est, il peut devenir agressif, il peut devenir un étranger pour sa famille, parce qu'on va le trouver avec des sautes d'humeur, on va le trouver avec un comportement
d'agressivité endogène, c'est-à-dire vis-à-vis de lui-même. Il aura des tendances suicidaires, il aura des tendances à se laisser vivre, à un grand laisser-aller. On va lui reprocher à l'adolescent d'être désordonné, de ne pas prendre soin de lui ou d'elle. Et il a aussi des tendances à la violence exogène, c'est-à-dire envers les autres, c'est-à-dire les autres membres de la famille. Et il peut être un élément de destruction dans la famille. Ah, docteur, c'est subséquent à quoi? Parce qu'on peut avoir... on peut baigner dans un environnement spirituel ou d'un environnement matériel où on a tout ce qu'il faut au niveau matériel ou au niveau spirituel. Mais est-ce qu'on peut se préparer à ça pour éviter? Comment on peut faire pour éviter ou bien pour atténuer un tant soit peu? Bien, éviter, j'aurais dit, ce n'est pas possible malheureusement, mais on peut atténuer. Déjà, le fait d'avoir des repères religieux et une famille solide, ça ne met personne à l'abri. Parce que le seuil de tolérance de l'adolescent par rapport à l'angoisse, par rapport aux perturbations, vous allez remarquer, les garçons, ils vont avoir la voix qui change, les filles vont avoir des seins qui sortent, le bassin qui s'élargit, avec tout ce que ça a comme conséquences hormonales derrière. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent à eux qu'ils n'osent pas forcément aborder en famille. Et ça va faire qu'ils vont se renfermer. Donc, les adolescents ne seront plus aussi accessibles que lorsqu'ils étaient dans la première partie de vie, c'est-à-dire de l'enfance à la puberté. Ils vont devenir secrets. Ils vont même, si le malaise est trop fort, rejeter tout ce qui est norme familiale. Donc, ils connaissent bien les règles de la famille, puisque c'est dans cette famille qu'ils ont vécu, grandi. Mais ils vont les transgresser. Pourquoi? Pour exprimer leur mal-être. Marco le disait tout à l'heure, on a toujours l'impression, quand on est adolescent, qu'on va refaire le monde. On va refaire le monde. On connaît tout, on sait tout. Les parents sont ringards, les parents sont gaou, ils ne peuvent rien dire. C'est tout simplement parce qu'on veut rejeter ce que la famille a établi, l'autorité, les règles que la famille a établies. Et plus largement, les règles que la société a établies. Vous avez vu, il y a quelques années en arrière, il y a eu un gros fléau qui était le boro d'enjaillement. Mais c'est un fléau, vous n'allez jamais voir un homme de 30 ans ou une fille de 25 ans faire le boro d'enjaillement. Ce sont des jeunes adolescents qui ne mesurent pas bien le risque et qui sont surtout en période de fragilité. Ils sont très fragiles et ils se mettent dans la défiance. Et surtout, les adolescents, ils aiment agir par groupe d'âge, par paire. Donc, ils vont se mettre entre eux des repères qui seront plus sacralisés que les repères familiaux ou sociaux connus et admis de tous. C'est une forme de rébellion et c'est tout à fait normal. Donc, plus on va les étouffer pour pouvoir les circonscrire et plus ils vont développer de l'énergie pour aller contre. À ce moment-là, il ne faut pas s'engager dans un bras de fer, mais plutôt essayer de montrer à l'adolescent qu'on s'intéresse à sa personne, qu'on connaît son malaise, même si on ne le connaît pas, qu'on voit qu'il va mal, et lui prêter une oreille attentive. Parce que le manque d'oreille attentive fait que les adolescents, pour les plus chanceux, vont se confier à des parents de voisins, mais pour les moins chanceux, vont se confier à d'autres enfants ou à d'autres jeunes qui ne sont pas forcément outillés pour répondre à leurs inquiétudes ni à leurs préoccupations. Alors, pour les différentes crises d'adolescentes, elles sont de quels ordres? Et puis, comment appréhender l'ado en fonction? L'ado, hein, si ce sont les sautes d'humeur, par exemple, vous avez une jeune fille qui fait des sautes d'humeur parce qu'elle est adolescente, écoutez, il faut lui montrer déjà que vous restez l'autorité et que ça ne la dispense pas, ces états d'âme ne la dispensent pas de se soumettre à vous. Vous le lui dites fermement, mais sans agressivité. À ce moment-là, vous lui donnez des tâches comme d'habitude, mais vous ne lui mettez pas une pression dans le délai de réalisation. Parce que l'adolescent va vous défier pour dire « j'ai compris ce que tu m'as demandé, je le ferai ». Donc, quand vous voulez que ça se fasse maintenant, c'est à ce moment-là que l'adolescent va vous montrer qu'il est quand même libre. Comme Coach Lola le disait, quand c'est une action urgente, comment on réagit? On lui dit comment? Il faut manager, il faut marchander, il faut expliquer le bien fondé et ne pas hausser le ton pour avoir... L'Africain a cette patience-là. L'Africain devrait l'avoir. S'il te plaît, Karine, j'ai besoin. C'est comme ça, hein? Tu voudrais bien, on peut lui donner son petit prénom. Comme et moi, elle dit non, maman, je ne veux pas maintenant, je dois sortir. En général, quand on les prend par les sentiments, ça marche. Ça dit l'avantage sur ce plateau, c'est que nous sommes deux parents d'adolescents et qui sont en pleine crise. Donc parfois au bureau, on en parle. Il y en a qui ne veulent pas copier leurs leçons, qui ne copient pas leurs leçons. Et qui ont des cahiers, on s'est tué à acheter les fournitures, qui ne copient pas les leçons. Et c'est normal. Donc, parfois, on joue avec les promesses quand les fêtes de Noël approchent. On joue avec les promesses, ça s'arrête pendant un moment. Ça t'atténue, hein?
pendant un moment et après, ça revient comme si on avait le descendu. travail de parent, c'est du plein temps. On est parents 24 heures sur 24, 36 heures sur 24, vous voulez dire 7 jours sur 7. Donc, il faut y aller sans relâche. Et surtout, c'est en cela qu'il est important de donner aux enfants, avant la puberté, des réflexes d'autonomie. Quand l'enfant n'a pas été habitué à copier ses leçons ou à vérifier qu'il est à jour et qu'il entre dans l'adolescence avec cette faille-là, c'est difficile de rattraper parce que le pli est pris. Mais par contre, un enfant, dès qu'il entre en CE1, où ils ont les leçons à copier et que le parent l'accompagne, en CM1, CM2, il sera assez autonome et consciencieux. C'est autour de lui, autour d'elle, sa sœur fait exactement ce qu'il faut. Il copie le modèle. Font les mêmes choses. Mais vous savez, les enfants ont des personnalités différentes, hein, même s'ils sont de même père et de même mère. Même s'ils sont jumeaux. Même s'ils sont jumeaux, les enfants ont toujours des personnalités différentes. La difficulté vient de la position de l'adolescent dans la fratrie. D'accord. Si c'est l'aîné, le parent doit conserver sa crédibilité parce qu'il y a les petits derrière qui regardent. Si l'adolescent en crise est au milieu de la fratrie, il y a les aînés qui regardent pour comparer, pour voir comment on traite le cas de leur petit frère parce qu'à leur tour, le parent avait traité autrement. Et il y a les plus petits derrière aussi qu'il faudra ramener. Donc, si l'adolescent en crise est le dernier, vous avez tout le reste de la fratrie qui vous regarde et en même temps, ils ont grandi, donc ils ont dépassé l'adolescence. Non seulement ils peuvent vous aider, mais ils vous regardent surtout en censeur. Parce qu'ils vous attendent autour, ils vont vous dire « Ah, quand c'est lui, tu laisses passer ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a déjà vécu des générations d'adolescents, les parents sont vieillissants, ils sont un peu moins fougueux. Donc, ils ont aussi l'expérience de la parentalité qui a grandi et la sagesse aussi qui fait qu'ils vont aborder les problèmes avec moins de passion et moins d'agressivité. Et ça, les grands nous le reprochent souvent. Et là, est-ce que ce n'est pas dangereux se laisser aller là? Pour les autres, on a réussi la transition, mais pour le dernier, le Benjamin, on relâche tout. Est-ce que c'est pas dangereux justement, pour son avenir? C'est dangereux dans la mesure où... La prime du Benjamin. Oui. Il y en a toujours. Bonjour Doudou, oui. Il y en a toujours. Oui, la prime du Benjamin, parce qu'en général, le Benjamin, il est jalousé des plus grands. Donc le parent a un petit faible aussi pour lui. Dites pas ça fort, nous regarde. En tout cas, le parent aussi se sent un peu le devoir de le défendre et de le surprotéger. Donc, il faudrait qu'en tant que parent, on sache faire la part des choses parce que des fois, il y a des bagarres où le Benjamin... Il n'a pas raison. Il émet un volume de son tellement fort et vous voyez qu'il regarde pour voir si papa ou maman va réagir. Les enfants sont des manipulateurs. Donc, il faut faire attention à ne pas se laisser manipuler ni par les petits ni par les grands parce qu'on est le parent de tous et savoir rester équitable. Quand on est équitable, on se dit on a une boussole qui est la règle de la maison. Donc, si l'enfant n'a pas fait sa leçon et qu'il est privé de dessert, qu'il ait 20, 18 ou 7 ans, ça doit marcher pour tout le monde. Il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Docteur, est-ce qu'il est facile de gérer la crise d'adolescence quand c'est un homme ou du sexe féminin ou sexe masculin? Mais la crise d'adolescence... Là, je parle au coach, mais je parle aussi à la mère. Et vous, les difficultés des parents, de parent à parent. Les difficultés des parents, c'est la sexualité des enfants, le thème de la sexualité. Donc, ils sont très pudiques par rapport à la thématique liée à la sexualité, alors que dans cette tranche d'âge-là, justement, une multitude de questions traversent l'esprit de nos enfants et parfois, ils ont des partages d'expériences avec leurs camarades. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de prendre sur nous, en tant que parents... Partage d'expérience. Et interroger nos enfants sur leur niveau de connaissance, sur les questions intimes, sur leur niveau de responsabilité, sur leur niveau aussi... que des filles, ça promet. Sur leur niveau d'information. Hein? Oui, sur leur niveau d'information par rapport aux grandes maladies du siècle. Absolument. C'est vrai qu'on évite les grossesses, mais il y a pire derrière. Donc, il faudrait évaluer les connaissances de nos enfants pour qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent, le cas échéant, prendre les bonnes décisions lorsqu'ils seront confrontés à une situation où les parents ne sont pas forcément près d'eux. Alors, comment pratiquement cet échange-là doit se faire? Mais ça doit se faire dans l'intimité. Les questions intimes doivent s'aborder en intimité. Vous n'allez pas faire asseoir votre adolescent ou votre adolescente au milieu du salon pour dire « Toi, tu as mouillé ton lit. » Ici, on doit parler. Ou « Papi, tu as mouillé ton lit. » C'était quoi? C'était pipi ou c'était autre chose? L'adolescent lui-même, en général, au début, à 10, 11 ans, quand il mouille son lit, il ne se rend pas compte de ce que c'est. Donc, si le parent ne l'a pas accompagné pour distinguer les mictions nocturnes, il va penser qu'il a refait pipi, alors que ce n'est pas du pipi, mais ce sont ses premières productions spermiques. Donc, accompagner l'enfant, lui expliquer ça. La jeune fille aussi, quand elle fait ses règles,
enlever tous les tabous, lui montrer comment mettre même les garnitures. Parce qu'il y a des parents qui sont tellement gênés, qui disent, tiens, va mettre ça. Mais l'enfant n'a jamais vu faire. Et il ne faut pas attendre que la situation se présente parce que l'enfant est soumis à un stress intense. Il faut anticiper. Moi, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais sa première visite, par exemple, chez le gynéco, on l'a débriefé ensemble. Quel âge? C'est ça, c'est tout à fait. On l'a débriefé. J'ai des amis qui m'ont dit non, mais si, j'ai voulu. Puisque vous êtes son premier interlocuteur. Oui, on l'a débriefé, sa mère m'a fait le compte-rendu et on a débriefé. Mais vous avez tout à fait bien fait parce que, et je me souviens, j'ai une amie dont la fille avait fait ses règles et elle était toute contente. Elle dit, ah, mais on va dire à ton papa. Alors quand le papa est venu, la petite était tellement fière qu'elle voulait enlever sa culotte pour montrer à son papa. Il lui a dit, non, non, pas jusque-là quand même, mais c'est bien ma fille, tu es devenue une grande fille. Donc c'est une question de relation de confiance entre les parents et leurs enfants. Et vous allez voir que plus les enfants sont en confiance avec leurs parents, plus ils font une entrée dans l'adolescence en douceur parce qu'ils ont encore peur de l'autorité parentale, ils ont encore peur de l'opinion du parent. Mais quand vous avez une distance pendant l'enfance avec votre enfant, il entre de plein pied dans l'adolescence parce qu'il se dit « mes parents ne me regardent pas, mes parents ne s'occupent pas de moi, je ne suis pas important à leurs yeux ». Donc la responsabilité infantile d'être à la hauteur et de ne pas trahir la fierté de nos parents, ça joue beaucoup sur les adolescents et c'est un canal pour les aider à traverser cette période difficile de leur vie. À quel moment il faut sévir quand la crise intervient? Parce qu'on ne va pas toujours parlementer, oui, c'est-à-dire en Afrique quand même. Il y a des limites. Il y a des limites et la première chose, c'est de rester ferme sur ces limites-là. Il y a des limites qu'on ne peut pas franchir et si on les franchit, on ouvre la boîte à Pandore. Donc, par exemple, sur les heures d'entrée ou de sortie, ou même sur les conditions. Les adolescents commencent à se faire des groupes d'amis qui ne sont pas les relations de cousins, de tantes. Ils choisissent eux-mêmes leurs amis. Alors déjà, ils vont vous dire, j'ai une activité avec mes amis, tu ne les connais pas. On ne peut pas laisser son enfant partir avec des amis qu'on ne connaît pas. Donc, exiger que ces amis-là viennent à la maison pour qu'on les voit. Même si, à la clôture de la cité, ils se séparent, que ce n'est pas les bons, au moins l'enfant saura que ses parents s'intéressent à ses fréquentations. Voilà. Entre nous, parents, quand vous avez un ado qui va dormir chez un de ses camarades, la moindre des choses, c'est d'en parler entre parents. Donc, mettre des règles pour qu'entre parents, nous soyons informés et solidaires pour ne pas que chaque parent pense que l'enfant est chez l'autre et que pendant ce temps, ces enfants-là sont en train de faire le show dans un stratagème utilisé par... Et puis, docteur, il y a cette malédiction, je ne sais pas si on peut appeler ça une malédiction, une promesse des parents. Vos enfants vont vous faire la même chose. À qui on n'a pas dit ça? On dit ça par dépit, mais en fait, c'est le cycle normal de la vie. Ce n'est pas une malédiction. Chacun à son tour. C'est une promesse. Et ça se produit. C'est parce que les parents, même s'ils ne savent pas que c'est le cycle normal de la vie, ils en bavent à un moment et ils ont envie, devant leur incapacité à rétablir l'ordre, ils ont envie de vous donner une peur, de vous mettre la menace pour dire la roue tourne. Et en général, la roue tourne tellement bien que lorsque vous êtes confronté à ces situations-là, vous vous dites, je comprends mieux ce que ma mère ou mon père me disaient, mais c'est le cycle normal des choses. Oui, toujours, les parents ont toujours raison. Et il faut que les adolescents le sachent. Les parents ont souvent raison, pas toujours. Ils ont souvent raison. C'est pour ça que le dialogue avec les enfants est très important dans la traversée de la crise d'adolescence. Docteur, quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion de la crise d'adolescence? La mauvaise gestion va cristalliser les angoisses de l'individu. Si l'adolescent a grandi avec des angoisses liées, par exemple, à sa sexualité, on y revient, ce sera quelqu'un qui pourra avoir une sexualité problématique parce qu'il va se dire, je ne sais pas comment ça marche les filles, est-ce que c'est comme ça? Donc il va avoir tendance, par exemple, à avoir des fréquentations multiples et avec des risques du libertinage, la débauche. Être bizarre, introverti, rester, introverti, voilà, faire des choses vraiment sans savoir où il va ni comment il va. Alors que s'il a été briefé, s'il a été briefé, si on lui a expliqué les choses, comment ça marche, il pourra à son tour poser les bonnes questions et échanger avec son partenaire. Alors, docteur, est-ce qu'on a la même manière d'appréhender la crise d'adolescence d'un enfant qui est né en 2000 par rapport à un enfant qui est né en 1980? Comment ça se passe? Mais il y a Internet, en 1980, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Enfin, comment on fait? Oui, mais maintenant, les enfants, ils ont l'information avant de vous poser la question. Les nouveaux parents ont plus de difficultés que les anciens parents? Ils ont des difficultés d'un autre ordre. Ils ont des difficultés d'un autre ordre dans la mesure où, souvent, les enfants sont informés de la réponse
au moment où ils vous posent la question. Ah oui. Ah Donc, oui. ils vont vous tester, ils vont tester vos connaissances. Et à ce moment-là, c'est chaud parce que si vous répondez à côté, ils vont dire tu es vraiment ringard. Donc, il faut que les parents accompagnent les enfants dans leur centre d'intérêt. Il faut une mise à jour. De plus en plus, oui, une mise à jour parentale. Il faut une mise à jour parce que quand les enfants vous disent « Maman, je fais du slam », activer le mode parent actif. Oui, parents iraient. Parents iraient, voilà. Parents iraient parce qu'il faut s'intéresser aux activités de l'enfant, que ce soit du sport, de la musique, du théâtre, tout ce que votre enfant fait. Entrer dans son univers. Entrer dans son univers. Mais même si on n'y entre pas, hein. mais pas jusqu'à mettre un Bermuda et le suivre sur le terrain de Maracana quand on a 70 ans. Mais pourquoi pas? Donc, oui, on pourra le faire, mais je veux dire ne pas se forcer au-delà, mais il y a un minimum, c'est-à-dire, je sais ce que mon enfant fait. Je peux faire un footing avec je l'encourage, oui, bien sûr. Ben oui, c'est bien sûr. ludique. Moi-même, je joue Solé avec mes enfants. Ah bon? Oui, c'est très agréable. Après, l'autorité n'en prend pas un coup. Pas du tout, au contraire, ça tisse un lien de complicité. Et il y a un petit devoir de loyauté que l'enfant a, parce que quand il est en pleine crise, il a les yeux rouges comme un dragon en courroux, et que vous le regardez comme ça avec l'air abattu, il se dit, mais j'ai l'impression de trahir ma maman ou mon papa qui est mon complice et qui m'aime bien, et ça peut l'aider à se ressaisir. Donc, tisser une relation de complicité, ça aide les parents, parce que l'adolescent, il est en plein tumulte et il ne maîtrise pas ses élans ni ses humeurs. Donc, à un moment où vous vous y attendez le moins, il peut réclamer un câlin. Eh bien, si vous n'êtes pas préparé à lui donner le câlin, il faut le lui dire, je te ferai le câlin, mais après. Comme ça va lui montrer que... On n'a pas eu câlin. Même à 16 ans, elle va venir câlin. Oui, même si tu es de mauvaise humeur, il faut savoir que tu as en face de toi quelqu'un qui n'est ni responsable et qui ne doit pas non plus subir tes humeurs. Donc, ça recadre. Il faut recadrer l'enfant parce qu'il est un peu perdu. Donc, s'il a un couloir d'autorité douce dans lequel il navigue, il va faire ses crises, mais ça va rester quand même circonscrit. Ah oui, et ça c'est... Quand je vous entends dire câlin, en tout cas les gens d'une certaine époque parlaient de câlin. Si, on nous mettait au dos jusqu'à 8 ans. Soit la carotte, soit le bâton. Ah bon? Oui, moi j'ai un bon souvenir de ma mère qui m'a mise au dos. J'avais 8 ans. On a de bons souvenirs, mais il y a des souvenirs d'un côté là aussi. Oui, mais aussi avant, les parents n'avaient pas tout le temps qu'ils ont maintenant. Mais ça nous a fait du bien. Moi, je n'en ai pas honte. Ça fait du bien. C'est vrai qu'on a pris des bastonnades terribles, mais ça nous a... Il y avait des moments... Avant, on faisait à tout. Moi, mon père, par exemple... Oui, quand maman arrive... C'était le gros mais problème. Maintenant, on dit salut. Les enfants disent coucou, maman. Coucou, oui. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a plus de période de câlin. Maman. Et tu es là. Bon, par exemple, moi, j'ai un père qui est rigoureux, tout ça, je l'embrasse d'ailleurs. Je l'embrasse aussi. Il y a une manière pour lui de dire félicitations. Il ne va jamais vous dire comme ça. Félicitations. Non. C'est dans l'attitude. Voilà, la manière. C'est vrai ce que Marcelin dit. C'est très important. Il faudrait que les parents apprennent à verbaliser parce que maintenant, nous sommes dans une période où tout se dit. Donc, les enfants, ils sont plus dans l'attente de messages verbaux que dans le non-dit. Donc, il faut leur dire votre amour surtout parce que ce qui amplifie la crise d'adolescence, c'est le fait de penser que les parents ne les aiment pas. Donc, il faut montrer à vos enfants que vous les aimez envers et contre tout. Et il faut aussi éviter de dénigrer l'enfant devant des tiers. Parce que quand vous avez un problème, c'est vrai que vous allez demander conseil aux amis, aux parents, aux voisins. Et pendant ce temps, eux, ils vont vous dresser le portrait de leur enfant comme si c'était un ange. Et du coup, il y a une assemblée où votre enfant est la brebis galeuse et tous les autres enfants sont des anges et ça dévalorise votre enfant, non seulement à ses propres yeux, mais aux yeux de la famille dans laquelle vous le trimballez. Donc, évitez de trimballer vos enfants au fauteuil blanc chez les autres. Évitez de mettre les enfants en pâture. Oui. Évitez de donner vos enfants en pâture. Couvrez un peu vos enfants et essayez de discuter avec eux de ce qui ne va pas. Lorsque vous voyez que la communication est difficile, essayez d'élargir un peu dans le cercle familial ou alors dans un cercle de confiance. N'allez pas restreint. N'allez pas divulguer les manquements de vos enfants parce que quand l'enfant a l'impression que tout le monde est au courant de son mauvais comportement, il se dit « je n'ai plus rien à cacher ». Il devient rebelle. Alors que quand il sait que son parent couvre ce côté-là et l'aide surtout à s'en sortir, il lui en est reconnaissant et ça canalise un tant soit peu l'énergie débordante qu'il a. Docteur, la crise d'adolescence, elle prend fin quand et comment l'attitude pour la transition de tous les membres de la famille? Eh bien, la crise d'adolescence, on se dit « ouf, il a changé, hein. Ah, elle a changé. » Il n'y a plus besoin de lui dire ça. Et ça peut continuer aussi des fois. Oui, ça peut continuer jusqu'à 30 ans. Il y a des gens à 50 ans qui ont la crise de... Oui, c'est ça. Non, il y a la crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Non, l'adolescence. C'est à 75 ans maintenant ils vont faire la crise de la quarantaine. Oui, cette période s'appelle l'adolescence. L'adolescence, ce sont des adultes
qui sont restés Oh, adolescents. c'est déjà fini, c'est déjà avec fini. des comportements d'éternels ados. Donc, c'est une période difficile aussi pour les gens parce qu'ils ont du mal à s'insérer aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan social. Merci beaucoup à vous, coach Laura. C'est toujours un plaisir. La preuve, ça passe tellement vite. Ah oui. Dédicace spéciale à tous les parents, à tous, Alix tous et les moi, on se retrouve adolescents. À tous les adolescents. On vous aime. soutient, on est vous ensemble, aime. hein. Même si parfois on a... mais vraiment, on vous aime. On vous aime. Vraiment. Envers et Vous êtes contre l'avenir de la Ben oui, nation. on n'est rien sans vous. Et puis mercredi, aujourd'hui, c'est le jour des enfants. C'est pour ça qu'à Matin Bonheur, mercredi, c'est le jour de famille. Allez, que vous soyez adolescents, parents, on vous souhaite une très, très bonne journée. Ciao, ciao.